Pardon. Merci, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Son Excellence, le Président Macky Sall. Monsieur Tony Elumelu, fondateur et président de Hearst Holding, est parmi nous. Mesdames et messieurs, à présent, je vais introduire une journaliste à Africa News qui est algéro-nigérienne, symbole du métissage, comme le disait le président Senghor. Elle va venir à présent introduire le panel de haut niveau. J'invite Madame Hanan Ferjani, journaliste à Africa News. Bonjour Ibrahima, merci beaucoup pour cette introduction, que d'honneur. Ibrahima, que l'on ne présente plus, qui est présentateur attitré du journal de 20h de RTS. Merci beaucoup. Merci, bonjour Monsieur le Président, Son Excellence Monsieur Macky Sall. Merci pour l'invitation et merci à vous, chers chefs d'État, d'être parmi nous, représentants des institutions financières, représentants du secteur public et du secteur privé. Merci beaucoup, c'est avec grand plaisir que je participe et que je modère cette session de haut niveau introductive et que je redécouvre le pays de la Teranga, un très beau pays. Alors, cette session de haut niveau va permettre de donner le ton de cette troisième édition de la conférence internationale sur l'émergence africaine. Et on va commencer par un dialogue introductif des chefs d'État qui vont pouvoir partager avec le public et la jeunesse africaine qui nous regarde également leur vision pour l'émergence sur le continent africain. Je vais d'abord vous donner la parole, Monsieur le Président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, si vous le voulez bien. Bonjour et merci à vous d'être là. Merci. Alors j'aimerais que vous partagiez donc avec l'auditoire votre vision pour un continent émergent, un continent en développement et un continent qui prend en compte un développement inclusif, s'il vous plaît. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers amis, chers tous, je vous réunis dans le même hommage. Chacun sait le plaisir que j'ai toujours de me trouver ici à Dakar. Et plaisir réel pour toutes raisons que vous savez, dont la seule raison n'est pas de Tchéboulienne. Mais un vrai sentiment d'appartenance spirituelle. Et cela aussi, pas seulement en raison de ce que je dois à l'alma mater du CAD et à ce que le président Senghor a dit d'elle, Lux me Alex, Sigillum Dakariensis Universitatis. Et c'est bien cela, je crois aujourd'hui encore, qui nous interpelle. Que le président du Mali soit convié à une rencontre sur l'émergence de l'Afrique est un signe des temps. Oui, mon cher frère Macky, merci de nous avoir conviés à cette belle messe. Qui aurait pensé il y a juste quelques 2 ans que nous pourrions en être? Grand clair aurait été celui-là. Tant nous étions engoncés dans des difficultés insondables. Bien sûr, nous avions pensé à l'émergence, notamment à travers notre prospective Mali 2025. Mais cela avait été perçu à l'époque comme d'une prétention incommensurable, tant les défis qui entouraient le Mali étaient énormes. En 2012, ce fut l'Alali. Nous avons connu ce que nous n'aurions pas dû connaître et à quoi nous n'aurions pu échapper si la solidarité internationale, singulièrement africaine, n'avait été aussi vive et active autour de nous, mobilisée, pas seulement mondiale, tout le monde entier s'est trouvé au chevet du Mali. Cela nous a engagés et également, il faut le dire, il faut le reconnaître, on ne le dira jamais assez, cette décision politique courageuse
de janvier 2013 du président Hollande qui nous a valu cette formidable opération Serval qui a stoppé net la prétention saugrenue, mais tellement agressive, de ceux-là qui n'ont pas nos valeurs et qui ne sauraient les avoir, mais qui auraient pu conduire à l'assujettissement du Mali et nous n'aurions pas été ici aujourd'hui parmi vous, madame. Et cela, depuis, conjugué avec la mobilisation de nos frères, dont le Sénégal, je revois encore ce jeune officier sénégalais, m'accueillant à Kidal, quelle émotion fut la mienne ce jour-là, quand je faisais le constat du dénuement dans lequel ces jeunes éléments sénégalais évoluaient, et qui me répondit, mais Excellence, nous sommes en défense de notre patrie, nous sommes chez nous. Oui, je n'en parlerai jamais sans émotion réelle. Et c'est cela qui a fait que le Mali aujourd'hui peut être ici dans un tel forum. Et nous avons compris également aussi que quand un momentum est créé, quand le monde s'occupe de vous, vous avez un devoir régalien, vous avez un devoir réel d'honneur et de dignité de vous qualifier, de faire en sorte que vous en soyez, non pas parce que simplement on aurait eu de la compassion pour vous, mais parce que vous auriez mérité d'en être. Le président Senghor, dont j'avoue la filiation spirituelle et intellectuelle, avait coutume de comparer le Conseil des Nations à une sorte de banquet de l'universel. Mais il disait que nul ne serait convié à ce banquet qui n'aurait mérité d'en être. Pourquoi nous avons compris? D'accord, la solidarité internationale est là, autour de nous, vive, active, porteuse, mais il nous faut nous qualifier désormais. Quand nous arrivions, nous avions un pays, pas tout à fait un État. Vous le savez, cher ami, au moins 12 sommets de la CEDEAO ont été consacrés au Mali, aux amphithéâtres, et dont un sommet mémorable ici à Dakar. Donc nous avons compris qu'il nous fallait, à force de volonté, nous requalifier le Mali pour qu'il en soit. Qu'il en soit par la force de la volonté intelligente, active de ses enfants. Et de recréer un État. Quand nous voyons cette image, je l'ai toujours en boucle dans ma tête, dans la cour du gouvernorat de Gao, ces deux soldats, l'un français, l'autre malien, l'un équipé à souhait, l'autre dépénaillé en guenille, avec des sandales, et portant un fusil dont je ne sais pas l'âge, un label des années de 14-18, ou quoi, je ne sais pas. Mais cela faisait pitié. Je n'ai pas souri, je n'ai pas rigolé. J'avoue que j'ai craqué, j'ai pleuré. Et je me suis promis que le jour où j'aurai mon mot à dire dans les affaires de ce pays-là, ma première et urgente tâche sera de faire en sorte que le pays ait un outil de décision politique. Qu'est l'armée? Pas parce que je suis un belliciste. Je ne suis pas un belliciste et un météré. Je suis simplement conscient que telle est la donne dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui. Que pour qu'un État soit considéré, soit qualifié, il faut qu'il ait un minimum de capacité de se défendre par rapport à l'agression, quelle qu'elle soit. Et vous nous y avez tous aidés. Et ensuite, cela ne saurait suffire. Il fallait également, parce que nous avions quand même compris, que cela prospérait sur nos fragilités sociales, économiques, et que des interventions dans les zones marginales n'étaient pas toujours charitables. Et cela nous surprenait quelquefois avec des nouvelles milices, de nouveaux groupes armés. Et donc, il fallait que nous ayons également souci de développement. Et là aussi, grâce à la solidarité vive qui prévaut au sein de l'UEMOA et de la CEDEAO, nous avons pu laborieusement, mais sérieusement, nous requalifier en ayant une politique économique vertueuse, en faisant en sorte que nous ayons le souci le plus scrupuleux de l'observation stricte des critères dits de convergence. Et ainsi, aujourd'hui, cher Macky, on nous fait l'amitié de considérer que nous sommes aujourd'hui
peut-être en troisième position dans l'espace économique de l'Union économique monétaire ouest-africaine. Qui l'eût pensé? Qui l'eût cru? Et nous avons aujourd'hui cette position-là. Nous avons également, mais là je suis gêné de le dire, après ton propos, parce que c'est vrai, quand tu dis que l'économie qui ne serait que d'exportation n'a pas d'impact au plan national, et c'est réel. Pourquoi? Ça me fait bien la trivialité, les jambes, d'avoir aujourd'hui une production cotonnière exponentielle, 728 000 tonnes. Mais j'ose à peine le dire, cette production de coton, je n'en transforme que 2%. Quelle pitié, quelle honte. Pourquoi on nous voit courir à travers le monde, allant et venant? Parce qu'il nous faut là aussi qualifier le Mali. Et nous le qualifierons. Nous ferons en sorte que la chaîne des valeurs induite par cette production cotonnière soit effective, soit réelle. Qu'à terme, nous ayons de l'emploi pour les jeunes. Parce que nous avons bien compris que ce mandat nouveau que le peuple malien vient de nous confier n'aurait de sens qu'autant qu'il soit porteur. Ce mandat pour la jeunesse, l'avenir du Mali. Et nous l'avons dit, le mandat est placé sous le signe de la promotion de la jeunesse dans tous les domaines. D'abord, la formation. À tout État qui n'aura pas su qualifier ses ressources humaines périra. Qu'à Dieu ne plaise que ce soit notre cas. Donc, qualifier la jeunesse, la former, l'éduquer, lui ouvrir des emplois dont il aurait la qualification. Et ensuite, faire en sorte que les équipements de base soient disponibles au niveau le plus inférieur. En termes d'électrification rurale, pensez-y que des villages à peine distants de 10 km de Bamako soient encore dans l'obscurité, n'est pas à notre honneur. Pensez-y, madame, que nous soyons encore en considération de l'eau potable comme d'un élément de luxe, n'est pas normal, n'est pas un honneur pour nous. Que nous ayons aujourd'hui également, en termes de santé, des zones non accessibles aux soins de santé primaire, n'est pas à notre honneur également aussi. Donc, nous avons des besoins fondamentaux à satisfaire et nous le ferons. Nous avons compris aussi qu'un pays comme le Mali, avec son analyse géographique, 1 240 000 km², a besoin de se développer sur la base d'éléments concrets. Chez nous, nous avons la chance d'avoir le Niger. Oui, la chance d'avoir encore le Niger. D'avoir encore le Niger. Cela a son sens. Et ce Niger est un danger aujourd'hui, mais qui permet, à terme, l'emblavement, l'exploitation de moins 1 million de km² de terres fertiles. Et nous avons donc décidé, au-delà de la décision africaine qui a été prise à Maputo, que chaque pays alloue 10% de ses revenus au secteur agricole, nous avons décidé au Mali d'allouer 15% au secteur agricole. Et nous ne l'avons pas fait en vain. Nous n'avons pas fait en vain. Il y a eu une réponse positive. Les paysans ont fait en sorte que, dans ce domaine-là, avec les subventions également aux intrants, la production soit améliorée, boostée. Ainsi, donc j'ai dit le coton, 728 000 tonnes, ainsi des céréales, 10 millions dans nos greniers, toutes choses qui font qu'aujourd'hui, l'agriculture est considérée comme le socle de notre développement. Et nous l'avons également mécanisé. Nous étions encore à Daba, à la roue, et les dos de nos pauvres vieux paysans en souffraient énormément. Désormais, la mécanisation est une réalité. Près d'un parc d'environ 2000 tracteurs est en place. Tout cela pour vous dire que nous sommes absolument convaincus que notre dignité, à terme, est un effort sous-tendu de développement. Et que nul ne nous considérera tant que nous continuerons à attendre la Sébile. Le temps de la Sébile est terminé. Le temps de la dignité est arrivé. Debout, digne et avançant dans le vent. Tel est le devoir de l'Afrique. Merci. Voilà. Alors, comme je le disais, le ton est donné. Merci
Excellence, Monsieur le Président Ibrahim Boubacar Keïta, pour cet état des lieux très réaliste, très réaliste de la situation au Mali et des défis que le pays continue de rencontrer aujourd'hui. Parmi nous également le Premier ministre de la Malaisie, qui nous fait l'honneur de sa visite et qui va partager aussi avec l'audience, avec le public, l'expérience de la Malaisie, qui est un pays qui a enregistré des taux de croissance très importants ces dernières décennies. Dr Mohamed, je vous remercie de votre présence et je voudrais aussi que vous puissiez partager avec nous et avec la jeunesse africaine votre vision pour une Afrique émergente sur base de l'expérience de la Malaisie. Je vous remercie pour cette invitation. C'est un plaisir pour moi de pouvoir partager l'expérience avec la Malaisie par rapport au processus de développement que l'Afrique est en train d'entreprendre par rapport aux pays africains. De façon évidente, nous sommes tous des pays émergents. L'Afrique même est dans une pente émergente maintenant. Et il faut savoir que nous tous souhaitons voir nos pays croître. Lorsque nous nous sommes battus pour l'indépendance, l'objectif après cette indépendance, c'est après de pouvoir prendre en charge notre destinée et aussi de pouvoir développer nos pays. Mais malheureusement, certains d'entre nous ne sont pas à même de pouvoir se développer au rythme souhaité. Nous sommes devenus indépendants, pas juste dans un but de rébellion à l'encontre des colons. Nous avons négocié notre indépendance. Et parce qu'on a négocié notre indépendance, la machinerie gouvernementale existait déjà. Nous avons travaillé sous l'égide du colon toujours, mais nous avons acquis les compétences des colons, de sorte que lorsqu'on est devenu indépendant dans la gouvernance des pays, il y a une stabilité, il n'y a pas eu de violence. Il n'y a eu aucun pays qui a fait face à des difficultés en interne. Donc, il y a eu une continuité. En fait, l'administration originale a pris la suite de ce qui existait déjà. Elle a été formée avec, en ce qui nous concerne, par l'administration britannique. En conséquence, les progrès de la Malaisie ont été beaucoup plus rapides parce que le pays est resté paisible et stable. Bien entendu, on a eu ça et là quelques difficultés et quelques rébellions, mais nous avons été à même de pouvoir faire face afin de pouvoir travailler avec les populations de sorte qu'elles ne puissent pas soutenir les insurgés. Et lorsque le pays est devenu paisible, il a été plus facile de nous développer. Nous n'avons pas eu de l'expertise en matière industrielle au début afin de pouvoir développer notre pays. Et nous avons donc décidé d'inviter les étrangers afin de pouvoir investir dans notre pays. Nous avons été parmi les premiers à accepter ce qu'on appelle les investissements directs étrangers et ce qui a beaucoup contribué à amener le capital, la technologie, le savoir-faire, le marché et l'ouverture des affaires. Et rapidement, nos populations ont pu apprendre de ces expériences. Et je pense que cette expérience est aussi très pertinente pour certains pays africains, en incluant certains pays qui sont présents ici. Si vous n'avez pas la technologie et le capital, si vous pouvez attirer les investissements étrangers, même si c'était les anciens colons, dans la mesure où ils peuvent amener de l'investissement, le pays peut bénéficier des flux de capitaux, de nouvelles technologies, des compétences, etc. Et ceci pourrait être bénéfique au pays. Et voici comment est-ce que la Malaisie a été à même de passer d'un pays exclusivement agricole vers un pays industrialisé. Et en même temps, il est important que le gouvernement
reste demeure stable. Effectivement, nous avons choisi la démocratie comme étant un système, mais la démocratie demande un peu de sophistication. Vous ne pouvez pas uniquement avoir la démocratie lorsque les populations comprennent uniquement le pouvoir du vote. Le vote émanant des populations détermine celui qui doit diriger le pays. Ce qu'on a noté, c'est que de temps en temps, les gens qui ont pu perdre les élections ne souhaitent pas accepter leur défaite et ils peuvent créer des problèmes, etc. Et ils peuvent même essayer de pouvoir ne pas accepter leur défaite et en conséquence, il y a un problème de stabilité. Il peut y avoir d'autres élections ou bien les résultats aussi peuvent être remis en cause. En fait, il y a un problème de gouvernance. Heureusement, en Malaisie, les gens ne sont pas violents du tout. Ils sont préparés pour accepter les résultats des élections et le gouvernement a été formé sur des bases très fortes. Et grâce à cela, avec la paix et la stabilité dans le pays, la Malaisie a été à même de se développer beaucoup plus vite comparé à d'autres pays. D'autres pays sont en développement. Mais lorsque vous voyez dans ces pays une instabilité politique, c'est difficile pour eux de se développer. Je pense que la plupart des pays africains sont indépendants depuis plus de 60 ans maintenant. Et durant cette période, ces pays africains doivent avoir appris les bases de sophistication nécessaires à la gouvernance d'un pays. Et lorsque ceci est acquis et que les gens puissent apprendre qu'il est nécessaire de respecter les résultats des votes, je suis certain que l'Afrique pourra se développer au rythme de l'Asie de l'Est en ce qui concerne le développement et la croissance. Je suis sûr que c'est ce qui se passe aujourd'hui en Afrique de nos jours. On a vu sur ce qui a été projeté comment les progrès ont été remarquables pour l'Afrique. Et je pense que l'expérience et tout ce qui a été appris à travers les années passées, ceci devrait pouvoir aider les pays africains. Et ces pays devraient être mieux préparés pour aller vers les voies de l'émergence. Et ils peuvent aussi même rattraper le retard. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Au président hôte, Monsieur Macky Sall, qui brièvement, vous allez peut-être aussi également apporter votre message au public quant à l'émergence africaine et la perception que vous avez de cette émergence africaine. Je vous remercie. Je voudrais juste reprendre l'idée que je viens d'évoquer. L'émergence a des prérequis. Le président Ibrahim Boubacar Keïta, je salue, un ami du Sénégal, ainsi que le Premier ministre Mahathir Mohamed, la Malaisie, l'ont évoqué également. L'un de ces prérequis, c'est la stabilité. On ne peut pas construire une émergence dans un environnement instable. Donc la question de la sécurité du continent est une question fondamentale que nous devons régler en tant qu'Africains et en tant que communauté internationale, puisque le monde est lié. Aujourd'hui, l'insécurité de l'Afrique affecte nécessairement l'insécurité mondiale. Et nous avons vu aussi les interrelations entre la situation en Irak, en Syrie et la situation en Libye et dans le Sahel africain. Donc tout est interlié, interdépendant. Il nous faut donc assurer les conditions minimales d'une sécurité, puisque sans laquelle, bien sûr, on ne saurait produire, on ne saurait développer quoi que ce soit. Ensuite, il faut que les nouveaux paradigmes du développement soient discutés avec nos partenaires. Il est clair aussi, le Premier ministre Mahathir l'a dit,
Nous partons avec un retard industriel, un retard technologique. Ce retard, il faut pouvoir le compenser, pas seulement par le secteur public, mais il faut promouvoir le développement de l'investissement direct étranger, avec bien sûr le transfert de technologies qui accompagnent ces investissements étrangers. Il faut aussi que notre système d'éducation change de paradigme. Si au début des indépendants, nous avions besoin énormément de juristes pour justement la défense de nos États, la défense de nos indépendances, la participation aux organisations internationales, aujourd'hui, on doit inverser la tendance, faire l'option résolue des sciences, de la technologie et du numérique. C'est cela qui va accompagner le développement et nous avons besoin de ce saut technologique, ce que les anglo-saxons appellent ce leapfrog, pour pouvoir justement nous projeter dans le monde numérisé d'aujourd'hui. Alors, il faut donc à la fois des efforts de l'État, ce que j'ai évoqué sur la question de la mobilisation des ressources internes, d'abord, l'équité fiscale. Il faut que tout le monde paye l'impôt de la même façon. Il faut que nous modernisions nos administrations dans la collecte de nos ressources. Parce que finalement, moi j'ai cessé de critiquer le Fonds monétaire, tout ça, parce que j'ai compris, au fond, ce qu'ils nous disent, c'est de la logique. Vous ne pouvez pas dépenser de l'argent que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas bâtir votre avenir sur une dette pour laquelle vous ne savez même pas où est-ce qu'elle va vous mener. Donc il nous faut d'abord compter sur nos propres forces, mobiliser nos ressources domestiques d'abord, optimiser la dépense, puisque la manière de dépenser aussi compte beaucoup. Il faut des dépenses opportunes, des dépenses productives, des dépenses qui servent de levier de la production, etc. Donc il y a des choses qui nous incombent, nous, Africains, nous, hommes politiques, et il faut bien sûr que nous mettions notre pays au travail à travers, n'est-ce pas, les chantiers de tous les jours. Il faut que notre secteur privé, certes, soit accompagné, mais il faut aussi qu'il se retrousse les manches pour se battre, parce qu'il faut se battre. On est dans une globalisation. La question nationale, elle est très relative aujourd'hui, puisque les capitaux ne sont plus nationaux, ils sont internationaux. Nous-mêmes, nous vivons dans des communautés économiques. On ne parle plus d'entreprise nationale puisqu'il y a l'entreprise communautaire. Nous avons des espaces communs, une politique commune. Donc, il nous faut nous battre et c'est par la compétitivité, par les efforts que nous pourrons sortir le continent, n'est-ce pas, de sa situation. Et je pense que l'Afrique est assez résiliente. L'Afrique a subi des traumatismes autrement plus compliqués et s'en est relevé. Autrement plus compliqué, 4 siècles d'esclavage, il ne faut pas qu'on l'oublie. On n'est pas là pour vivre d'histoire. Mais on a survécu à cela. 1 siècle et demi de colonisation. Plus d'un demi-siècle aujourd'hui également de gabegie, de guerre et de corruption, aujourd'hui que nous sommes en train de dépasser pour arriver vers un continent qui prendra le relais en matière de développement économique et social et en matière d'émergence. Une jeunesse dynamique, mais qu'il faut former et qu'il faut bien former. Pas une jeunesse formée à insulter et des ONG qui vous font croire que c'est ça qui fait avancer votre pays. Insulter les chefs d'État, insulter tout le monde, ce n'est pas avec ça que l'Afrique va atteindre l'émergence. Il faut une jeunesse qui s'implique dans la production, qui s'implique pour créer de la richesse, de la valeur ajoutée. Et ça aussi, il faut que les dirigeants africains travaillent avec les sociétés civiles africaines qui doivent aussi tenir compte de l'environnement de leur continent. Nous ne sommes pas l'Europe, nous ne sommes pas l'Amérique, nous ne sommes pas l'Asie. Nous sommes l'Afrique, avec nos réalités. Voilà. Nous n'avons pas besoin de modèle de ce point de vue. Travaillons à partir de ce que nous sommes et de ce que nous voulons que l'Afrique soit. Donc, encore une fois, il faut, premièrement, je l'ai dit, la mobilisation des ressources, ça nous incombe. Et je l'ai dit à mon gouvernement, on a fait des efforts jusque-là, mais il faut accélérer la cadence. Si nous voulons vraiment arriver à l'émergence, il faudra des ruptures encore, il faut des réformes, ça c'est indispensable. Pas faire des omelettes sans casser des œufs.
autant avoir des œufs... Enfin, je ne suis pas bon cuisinier. Donc, enfin, le reste, c'est quand même le partenariat, puisque l'Afrique aussi a besoin de partenariat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, oui, tout seul aussi se développer. Nous avons besoin, comme l'a dit le Premier ministre Mahathir, de profiter de l'investissement, du retour d'investissement. Nous avons besoin des partenariats avec nos institutions internationales pour que l'accès au crédit en Afrique aussi puisse se faire de façon raisonnable. On ne peut pas tout le temps nous reprocher des risques en Afrique. Quel risque il y a? Aucun risque. Il n'y a pas plus de risques ici qu'ailleurs, en certains pays développés, puisque l'Afrique paye sa dette, malgré les difficultés. Elle paye sa dette. Donc, les crédits qui sont avancés sont payés. Il faut simplement qu'on nous permette d'avoir accès à des crédits sur une longue durée et à des taux réduits. Nous n'avons pas eu de plan Marshall, mais nous pouvons quand même avoir avec la communauté des pays amis de l'Afrique des conditions d'accès au financement qui doivent faciliter la construction et tout le monde y gagne. Puisqu'aujourd'hui, si nous faisons les centrales électriques en Afrique, les technologies ne sont pas africaines, il faut dire la vérité. Donc, il y aura une croissance externe pour ces pays qui maîtrisent ces technologies. Seulement, il faut qu'il y ait en même temps un transfert de technologie pour que dans 5 ans, dans 10 ans, comme la Chine a eu à le faire, comme la Malaisie a eu à le faire, comme d'autres pays, la Corée du Sud, ont eu à le faire, on domestique ces technologies et à notre tour, nous serons capables demain de produire nos centrales électriques, nous serons capables de produire nos tracteurs, de produire tout ce dont nous avons besoin pour notre développement. Mais la question de la mobilisation des ressources et de l'accès au marché financier reste aussi une question essentielle. Voilà, je m'en arrête là. Merci beaucoup. Excellent, Président Macky Sall, pour cette allocution. Merci à vous trois d'avoir partagé donc, votre vision respective pour vos pays respectifs et ce que l'Afrique traverse en ce moment. On va à présent passer à la suite, le panel sur la